à propos de la CEH en elle-même, la CEH du coup, c'est une certification en ethical hacking. Alors c'est vraiment le sujet, d'ailleurs c'est dans le nom, Certified Ethical Hacker, mais c'est pas une certification qui se base sur le défensif du tout. On n'apprend pas ou quasiment pas à faire du défensif, on n'apprend pas ou quasiment pas à mettre en place des contre-mesures ou à protéger des choses. On se base surtout vraiment sur de l'attaque, sur de l'audit. La cible en fait de cette certification, c'est de faire des personnes qui sont quasiment prêtes pour aller faire du pentest. Donc moi, dans ma situation, elle était très bien pour moi, cette certification. Mais pour des personnes qui voudraient faire des métiers en sécurité qui sont un peu plus globaux ou qui voudraient faire du défensif, la CH serait, je pense, un petit peu moins adaptée. Donc elle se termine par un examen qui se passe exclusivement en anglais. Il n'est pas possible de le passer en français. Alors là, actuellement, si vous avez regardé un petit peu ce que c'était la CH et les versions qu'il y avait, etc., là, aujourd'hui, on est sur la V12. La V12, elle est sortie il y a quelques mois, d'ailleurs. Alors la CH, pour être Certified Ethical Hacker, il faut passer un examen théorique. Ça n'a pas changé. L'examen théorique, c'est un QCM de 4 heures. Bon, vous n'êtes pas obligé de rester 4 heures pour l'examen. De 125 questions, et les questions sont pondérées d'une manière qui ne nous est pas donnée. On ne sait pas quelle question vaut combien de points. Donc il faut avoir à peu près 850 points, je crois, pour pouvoir passer la certification. Mais on ne nous dit pas exactement comment ça fonctionne en interne. Et du coup, ça délivre la certification CH. Donc en fait, si vous voulez passer la certification CH, contrairement à ce qu'on pourrait comprendre en regardant rapidement sur le site, vous avez juste besoin de l'examen théorique. Alors, il y a aussi un examen pratique. Cet examen pratique, c'est un examen qui est très inspiré de l'OSCP, d'Offensive Security, qui est un examen de 6 heures, qui est un examen purement pratique, où là, vous avez des questions qui sont scénarisées. Donc on vous met dans des conditions, on vous dit connectez-vous à telle machine, faites de la reconnaissance sur cette machine, regardez quels ports sont ouverts, essayez d'exploiter tel service, etc. Alors ça délivre, si jamais vous avez en plus l'examen théorique, une certification qui s'appelle la certification CH Master, du coup, qui est une version plus de la CEH. Et ensuite, il y a des extras, des choses qu'ils ont rajoutées. Alors le CH Engage, du coup, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté cette année, là, il y a quelques mois, avec la V12, où là, c'est un exercice de pentest supposé être réaliste et qui est noté. Ça, je trouve que c'est cool en vrai, parce qu'il y a pas mal de certifications maintenant qui font ça, où on vous met vraiment en condition, on vous donne une infra et on vous dit, d'ailleurs c'est ce qu'on fait avec Mickaël, avec des étudiants maintenant, on leur donne une infra et on leur dit, on va vous mettre en situation, on fait comme si on était le client qui vous a mandaté, faites un audit du coup des infrastructures et essayez de voir ce qu'il y a comme vulnérabilité, faites-nous un rapport par rapport à ça et on vous note par rapport à ça. C'est bien parce que ça met vraiment en condition réelle, professionnelle, par rapport à ce que c'est le pentest. Parce que si on passe juste une certification, généralement, on a une vision assez scolaire et assez théorique en fait au final du test d'intrusion. Et ensuite, ils ont rajouté le CH Compete. Alors ça, c'est une plateforme qu'ils ont mis en place en ligne pour les personnes qui ont la certification CH, qui est en gros un genre de Hack the Box et de TryHackMe. Alors d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas ces deux ressources-là, elles sont vachement bien. Donc TryHackMe, qui s'écrit comme ça, tryhackme.com. C'est un truc qui est disponible en ligne. Vous avez plusieurs rooms, du coup, plusieurs challenges qui sont disponibles. Ce qui est vachement bien, c'est que c'est des vrais VM en fait qu'il y a derrière. Donc vous allez vraiment démarrer des vraies machines derrière et on va vous demander de les exploiter. Ce qui est super bien aussi sur TryHackMe, c'est que vous êtes guidé. Alors, je suis un peu en train de tuer ma connexion actuellement, comme je suis en train de streamer, donc c'est peut-être pas la meilleure des idées ce que je suis en train de faire. Mais globalement, quand vous allez aller sur des rooms, ou alors même ils ont des chemins d'enseignement qui vont vous dire vous faites cette room-là qui va vous apprendre telle notion, etc. Donc, comme ressource pour commencer, pour faire un peu de technique, c'est vachement bien TryHackMe. Et vous avez aussi Hack the Box, qui est un petit peu pareil, sauf que c'est juste un petit peu plus technique. Mais voilà, globalement, c'est plus ou moins la même chose, Hack the Box. C'est juste que les rooms sont un peu plus réalistes, mais sont aussi beaucoup plus complexes. Moi, il y a des rooms sur Hack the Box que j'avais faites, qui étaient supposées être en easy, où vraiment, j'ai passé des heures dessus, et c'était pas du tout facile. Donc vraiment, niveau assez élevé sur Hack the Box, assez sympa. Donc ils ont essayé de faire un petit peu leur TryHackMe, leur Hack the Box fait maison, ici Conceal. Ils ont appelé ça le CH Compete. Alors au sommaire, on a 20 modules. Alors c'est pour ça que je vous dis en fait en 4 jours, c'est des certifications où je fais que parler. Et je fais que parler à un débit de parole très soutenu. Et c'est vraiment que ça en fait. On n'a quasiment pas le temps d'échanger quand c'est sur 4 jours avec les participants. Parce qu'il y a 20 modules à voir. Et 20 modules, vous verrez par la suite, c'est des modules qui sont vraiment chargés en fait. C'est pas des petits modules. Donc on a en premier module un module de ethical hacking. Alors celui-là on va voir si on a le temps de le faire après. Je pense que on va peut-être terminer sur celui-là. On va peut-être passer rapidement sur celui-là pour le terminer. Honnêtement les premiers modules ne sont pas les plus intéressants. Ce module-là de 0 d'introduction,
est vraiment un module méta où on présente la certification. Et le module 1, c'est un module qui parle de ethical hacking. Ça, c'est plutôt cool parce que généralement, on ne connaît pas la vision du ethical hacking d'ici Council. Donc ça, c'est plutôt bien de l'avoir comme ça. Et ça nous donne une bonne introduction par rapport à ce qu'on va voir par la suite. Module de ethical hacking, module de reconnaissance. Donc ça, c'est globalement, quand on arrive sur un réseau, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour reconnaître s'il y a des machines? Comment on fait pour reconnaître s'il y a des ports ouverts dessus, etc. Module de scan réseau. Donc ça, une fois qu'on a des informations sur le réseau sur lequel on vient d'arriver, on va aller un peu plus loin. On va lancer des scans pour voir est-ce qu'il y a des services qui tournent dessus, est-ce qu'il y a des vulnérabilités, est-ce qu'il y a des numéros de version déjà qu'on va pouvoir trouver. Énumération, du coup, c'est aller encore un peu plus loin dans l'analyse. Une fois qu'on a trouvé des services avec des numéros de version potentiellement, on va essayer de se connecter sur ces services, essayer de voir est-ce qu'on peut récupérer des informations à partir de ces services. Ensuite, l'analyse de vulnérabilité. Alors ça, c'est tout un sujet dans la sécu qui est assez vaste mais qui est assez intéressant. L'audit de vulnérabilité, l'analyse de vulnérabilité. Le hacking system. Alors, le hacking system, c'est la phase vraiment d'intrusion. Donc, comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a des informations sur un réseau, sur des machines? Comment est-ce qu'on fait pour s'introduire vraiment dessus? Phase de sniffing. Alors, le sniffing, c'est quelque chose qui est super cool aussi, qui est super intéressant comme, au niveau des notions, au niveau du réseau. Il y a plein de théories assez intéressantes dessus. Le sniffing, c'est l'interception d'informations pour essayer de les décoder, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Typiquement, c'est arriver sur un réseau et se mettre en position de personne du milieu pour intercepter du coup tout le trafic et pour regarder ce qui se passe, pour modifier des choses dedans, pour voler des identifiants qui vont passer, etc. Les malwares aussi, parce que ça c'est vraiment un vrai sujet. Qu'est-ce qu'un malware? Comment il se propage? Comment est-ce qu'on en fait nous de notre côté en tant qu'ethical hacker? Le hacking de serveurs web, de web applications, les injections SQL, l'ingénierie sociale. Ça, c'est très cool qu'il y ait un module d'ingénierie sociale. Il y a beaucoup de formations en sécurité qui ne parlent pas du tout d'ingénierie sociale, ce qui est complètement dommage en fait. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels en sécurité, dont c'est le corps de métier. Il y a beaucoup de personnes en sécurité qui font spécifiquement de l'ingénierie sociale, qui sont très douées là-dedans. Et c'est un moyen de faire de la sécurité. On n'est pas obligé de faire exclusivement du technique. L'ingénierie sociale, c'est quand même pas mal le nerf de la guerre sur beaucoup d'attaques qu'on voit récemment. Ça marche très bien, c'est très d'actualité comme sujet. Donc c'est vraiment bien qu'on ait au moins un petit module dessus. Le DOS et le DDoS. Alors des attaques qui sont un petit peu moins à la mode. Généralement on est plus sur du ransomware en ce moment. On voit quand même des campagnes DOS et DDoS. C'est quand même un sujet assez intéressant. L'usurpation de session, l'évasion d'IDS et d'IPS, les réseaux sans fil. Alors ça c'est des modules que j'adore vraiment. Les modules de sans fil, les modules de Bluetooth, de Wi-Fi, je m'amuse beaucoup à les faire, je m'amuse beaucoup à faire de la pratique avec les participants, généralement ils aiment bien aussi. Le hacking de plateforme mobile, alors j'ai ma tête devant mais il y a écrit mobile derrière. Le hacking IoT aussi, alors ça aussi c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. Au niveau de la méthodologie, il y a 2-3 petites spécificités, mais honnêtement, généralement quand on est formé sur du hacking de manière générale, on va se débrouiller sur du hacking IoT. On va se débrouiller sur du hacking OT. Alors, il peut y avoir des notions au niveau notamment de la radiofréquence qu'on n'a pas forcément si on fait exclusivement du pentest sur des infras classiques, disons, au niveau de l'IT. Mais c'est un peu les mêmes technologies, c'est souvent les mêmes protocoles. Donc, très souvent, quand on a les bases sur du hacking global, on arrive rapidement à faire du hacking IoT. Et OT c'est pour Operational Technology, c'est globalement dans l'industriel, toutes les technologies OT. Le cloud computing, parce qu'effectivement on a un module cloud. Alors typiquement le module cloud, il a été rajouté pour la version 11 il me semble. Je pense qu'il a été rajouté pour dire voilà notre cours il est à jour. C'est un peu aussi pour avoir le buzzword cloud dans le contenu de cours. Et enfin, un des modules que j'aime le plus aussi, qui est le module de cryptographie. C'est un des modules sur lesquels je m'amuse bien. Donc, pour rappel, c'est globalement le sommaire de la certification dont je vous parle. C'est vraiment les sujets qui sont abordés dans la certif. C'est très vaste. On parle d'IT, on parle de réseau, on parle de développement, on parle de buffer overflow, on parle de trucs très précis techniquement, mais aussi très globaux. Donc pour ça, c'est vachement bien. On rentre un petit peu dans le détail aussi sur du Wi-Fi. Donc, qu'est-ce que ça enseigne globalement, cette certification? Donc, comme je vous disais, c'est une certification qui est 100% offensive. On ne fait pas de défensif, on ne voit pas comment mettre en place des contre-mesures. On fait vraiment de l'exploitation. Et c'est le sujet. Et comme je vous disais, le but de certification, c'est de former des personnes qui feront du pentest, former des pentesters. Donc, la CH, ce n'est pas une certification d'analyste réseau, parce que pareil, c'est un métier à part entière. C'est un métier avec ses spécificités, qui est très différent juste du pentest. C'est pas une certification d'analyste sécurité aussi, encore une fois, un corps de métier complètement différent. Et ensuite,
Le contenu de cette certification, parce que c'est ce qu'on lui reproche parfois, c'est qu'elle concerne principalement la pratique. Alors au niveau de l'examen, je passe rapidement dessus, on l'a déjà vu. Donc la formation, ça c'est ce qu'on avait aussi globalement dans les slides officiels. Quand on est certifié du coup pour pouvoir faire passer cette certification, on a des slides officiels. Ces slides officiels contiennent pas mal de choses. Moi j'ai gardé le contenu vraiment qui était utile pour l'examen et qui était vraiment essentiel. Et je l'ai de toute manière réécrit par rapport à moi, ce que je comprenais du contenu et ma vision des choses. Et du coup, on a certaines slides qui sont un peu des slides de disclaimer qui nous disent voilà, la certification, la formation, elle aborde tel sujet, elle aborde pas tel sujet, et c'est normal. Donc le contenu de cette formation, elle aborde plein de sujets. En fait, c'est vraiment, il y a certains moments, on a l'impression que ça va un peu dans tous les sens quand on enchaîne vraiment très vite les modules. Parce que, comme on le voyait quand on avait le sommaire, en fait, on aborde tout autant que possible. On essaye d'avoir une vue d'ensemble assez large sur des sujets de sécurité, sans pour autant se spécialiser et aller vraiment très loin dans le détail. Alors, il n'est pas possible, vraiment, pour les personnes qui font la certification, en tout cas la certification au format formation officielle, je pense que nous, on aura peut-être le temps d'aller un peu plus dans le détail, justement, et c'est ça qui peut être intéressant. Mais à l'origine, il n'est pas requis et il n'est pas possible pour les participants d'avoir vraiment une connaissance en profondeur de tout ce qu'on voit. Typiquement, on va parler beaucoup de Nmap parce que c'est un des sujets principaux quand on fait du scan réseau. C'est vraiment l'outil qui nous permet de tout faire sur beaucoup de sujets en sécurité. Il n'est pas demandé aux participants de savoir très précisément et exactement au paramètre près comment fonctionne Nmap. Parce que c'est pas possible, on n'a pas le temps, et parce que c'est pas forcément utile. Pareil, au niveau des outils et des exploits, il y en a plein. Et généralement, on est obligé de faire une sélection. Pareil, quel que soit le cours en sécurité que vous allez suivre, quelle que soit la formation, on ne va pas pouvoir vous montrer tous les outils qui existent. Rien que parce que si vous allez sur GitHub et que vous regardez pour n'importe quel sujet, des outils, il y en a vraiment des centaines et des centaines. Il y en a même parfois des dizaines qui sont très très bien. C'est difficile de choisir lesquels sont bien, donc généralement on fait tous une sélection quand on écrit du contenu de cours, en disant voilà, moi je vais montrer ceux-là parce que je trouve que c'est les plus faciles à prendre en main, ou alors c'est les plus intéressants pour une problématique en particulier. Et enfin, effectivement, on recommande généralement sur cette certification aux participants de tester après la formation les outils qu'on a vus ensemble et de faire les exercices qui ne peuvent pas être présentés au cours de celle-ci. Voilà. Et enfin, avant d'entamer le vrai contenu de cours, il y a deux trucs chiants qu'il faut qu'on voit. C'est vrai, je disais que très souvent les premiers modules, c'est pas les plus passionnants, parce qu'il y a des notions qu'il faut qu'on voit avant de faire vraiment la partie technique, qui est vraiment de la partie de hacking, qui est vraiment de la partie intéressante. Je vais essayer de faire en sorte de les faire rapidement. Donc globalement, ces deux modèles-là, en fait, c'est des manières de représenter les données dans un réseau. Parce qu'en fait, quand on regarde le réseau et quand on regarde l'historique d'Internet et l'historique de la manière dont on crée des réseaux, il y a plein de protocoles qui ont été écrits. Et si on regarde cet ensemble de protocoles-là, c'est difficile de savoir ce qui se passe où. Et l'un des intérêts du modèle OSI, c'est que si jamais il y a un problème quelque part, si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quelque part, ou si jamais on se pose une question par rapport à un endroit particulier sur un réseau, le modèle OSI nous donne du coup pas mal de visibilité sur où est-ce que ça se passe précisément. Ça permet de définir vraiment des zones, des cases, dans lesquelles on a des protocoles précis et dans lesquels on sait mon information elle passe d'ici, ensuite elle va là, elle va là, elle va là, elle va là. Donc le modèle OSI, il découpe du coup les réseaux qu'on a en 7 couches. Ces 7 couches, elles commencent généralement par la couche la plus basse, donc qui est la couche qu'on a tout en bas ici, qui est la couche physique. La couche physique, c'est la couche vraiment qui définit des protocoles qui sont associés à du matériel physique. Donc typiquement, le protocole USB quand on va brancher un périphérique USB qui nous connecte au réseau, le protocole USB d'échange avec notre machine, il va être référencé sur une couche physique sur le modèle OSI. Le protocole Ethernet, le protocole utilisé par les câbles RJ45, le protocole Bluetooth quand on est connecté sur un réseau Bluetooth, etc. Tout ça, c'est le protocole physique parce que c'est associé à du matériel physique au final. Le protocole liaison, le protocole liaison, c'est tout simplement le protocole à partir duquel on commence à avoir des adresses MAC. Parce qu'au final, notre machine, quand elle communique avec une autre machine sur un réseau, ce qui est utilisé, c'est l'adresse MAC, c'est pas directement l'adresse IP. Et on commence à avoir des adresses MAC à partir de cette couche-là, couche liaison. Donc physique, on a vraiment des protocoles associés au matériel qu'on a, couche liaison. Là, on est sur du vrai, entre guillemets, réseau, et on a des adresses MAC qui commencent à être attribuées. Couche réseau, du coup, couche network en anglais, c'est là où on a de l'adressage IP. C'est là où on a le protocole IP. C'est là où on a le protocole ICMP aussi, qui est utilisé par Ping, entre autres. On en reparlera un petit peu par la suite de ça. La couche transport, alors ça, la couche transport, c'est une couche qui est assez importante.
Les protocoles sur la couche transport, ils définissent la manière dont les informations vont être transportées. Donc c'est des protocoles qui définissent l'encapsulation des informations pour pouvoir les envoyer sur le réseau. Alors les deux qui sont vraiment les plus utilisés et qu'on voit quasiment 99,99% du temps, c'est TCP et UDP. Alors si vous avez un background dev, vous avez entendu parler de TCP et UDP. Ce qui est cool, c'est que on les voit un peu plus en détail, là pour le coup, dans le contenu, et on voit vraiment comment ça fonctionne derrière, comment on établit vraiment au niveau de l'envoi des paquets une connexion TCP, qu'est-ce qu'il y a dedans quand on les regarde dans Wireshark, etc. Ensuite, on a la couche session, parce que ce qui est assez intéressant aussi quand on regarde le modèle OSI, c'est que si on regarde les couches basses à partir de la couche 4, donc de la couche 4 jusqu'à la couche 1, il n'y a absolument aucune notion d'authentification ou même de chiffrement, ça n'existe pas. Donc, à partir de là, la sécurité, il n'y a pas vraiment de sécurité en fait sur un réseau. Si on regarde juste au niveau des adresses IP, en fait n'importe qui peut arriver sur un réseau, se connecter et dire bah moi mon adresse IP c'est ça. Ou alors envoyer des paquets sur un réseau et dire moi l'adresse IP avec laquelle j'envoie ces paquets c'est telle adresse IP. Mais parfois c'est pas vrai. Et en fait on peut mentir sur une machine, c'est géré au niveau software. Et on peut dire, bah moi mon adresse IP c'est ça, alors que c'est faux, c'est pas du tout une adresse IP. On peut même définir des adresses IP qui sont en dehors de la plage réseau local, on peut même définir des adresses IP qui sont disponibles sur le WAN, sur internet, et personne ne va nous contredire sur le réseau. Ensuite on a la couche session du coup, qui rajoute du coup une notion de session, une notion d'authentification sur le réseau. Donc on commence tout juste à avoir un peu de notion de sécurité. La couche présentation qui définit la manière dont les données vont être réellement représentées, réellement encapsulées. Donc ça peut être XML, Unicode, JSON, etc. Ça peut être JPEG, PNG si c'est des images, ça peut être le format vidéo, etc. Globalement, on envoie des informations, il faut à un moment définir ce que c'est comme information et comment les encoder et comment les décoder ces informations. La couche présentation, c'est à ça qu'elle sert. C'est là qu'on range les protocoles qui définissent la manière dont les données vont être décodées une fois qu'elles ont été reçues. Et ensuite, on a la couche application. La couche application, bah, c'est tout ce qui est plus haut niveau par rapport à ça. C'est vraiment le protocole de communication. Parce que là, jusqu'ici, quand on regarde l'ensemble des protocoles qu'on a et l'ensemble des couches qu'on a sur ce modèle-là qui représentent des réseaux, du coup, bah, on définit des adresses pour les machines, on définit comment on va mettre des données pour les envoyer, pour les échanger sur les réseaux, mais on ne définit pas réellement bah, quelles sont les données qui sont échangées, pourquoi, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Et du coup, cette couche applicative, qui est la couche du coup la plus haute, la plus haut niveau, c'est vraiment la couche qui définit. Donc voilà, quand toi tu veux faire une requête sur un serveur web, le protocole qui est utilisé, c'est HTTP, et en tant que client, tu dois envoyer telle donnée. Quand on définit tel caractère veut dire telle chose, etc. Donc c'est là qu'on définit ces protocoles-là de manière un petit peu plus longue. On a FTP, SSH, HTTP, tout et n'importe quoi que vous pouvez imaginer comme protocole, un petit peu plus haut niveau par rapport à ça. Et ensuite, on a le modèle TCP/IP. C'est une autre manière du coup de conceptualiser ces réseaux-là et de les ranger. Là, on a beaucoup moins de catégories, on en a juste 4. La couche la plus basse, c'est la couche accès réseau. Cette fois-ci, on n'a pas de couche physique et on a juste une couche réseau qui est une couche à partir de laquelle on commence à avoir des adresses MAC. Ensuite, on a une couche internet qui est la même couche que la couche internet qu'on avait, que la couche réseau qu'on avait sur le modèle OSI. Donc c'est là qu'on commence à avoir des adresses IP. La couche transport qui est pareil, exactement le même copier-coller. Et toutes les couches qu'on avait de la couche 5 à la couche 7, en fait, elles sont regroupées dans la couche application. Donc quand on parle de modèle OSI et de modèle TCP/IP, c'est vraiment quelque chose de très basique. Pour n'importe quel cursus qu'on voit sur de la sécurité informatique, sur de l'admin 6, même parfois sur l'informatique généraliste, c'est un sujet. Mais voilà, l'idée c'était de dédramatiser un petit peu le modèle OSI, qui est, alors déjà effectivement, pas indispensable de tout connaître par cœur, c'est pas le but de ce modèle-là, et c'est pas notre but là pour ces formations-là et pour une certif en sécurité, c'est vraiment pas le but. Par contre, c'est assez intéressant d'être capable juste de le voir, de savoir à quoi ça correspond, et de réfléchir, de dire tel protocole, potentiellement, où est-ce que je pourrais le ranger. Voilà. C'est l'intérêt de ce modèle OSI, et c'est l'intérêt quand on l'apprend sur des certifications comme ça. L'intérêt, voilà, c'est pas de le retenir par cœur, c'est vraiment de voir à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est globalement, sans aller forcément plus loin. Donc là, on a fait le module 0, qui est vraiment le module d'introduction. On va faire le module 1. Donc c'est le module 1, module d'introduction au ethical hacking. Alors, on va voir les définitions d'ici Council, encore une fois, par rapport au ethical hacking, par rapport au hacking, par rapport à ce que c'est qu'un hacker, par rapport aux catégories de hackers, etc. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, vu d'ensemble, la sécurité informatique, ça, je vais passer dessus rapidement. Ça, la triade CIA, il est possible que vous en ayez jamais entendu parler, mais c'est vraiment la pierre angulaire de tous les modules de formation en sécurité informatique.
En fait, la triade CIA, c'est un truc assez simple. Ça définit vraiment la sécurité informatique. Ça définit ce qu'on va essayer de protéger quand on fait de la sécurité informatique. Parce que c'est vrai que définir ce que c'est que la sécurité informatique, c'est pas si simple que ça au final. On sait que globalement, on protège des systèmes informatiques, on protège de l'information, mais définir quelle est notre mission à proprement parler est pas si simple que ça. Que l'objectif de la triade CIA, justement, c'est ça. C'est de définir, quand on bosse dans la sécurité informatique et quand on met en place des contre-mesures de sécurité informatique, en fait, notre objectif, c'est quoi au final? Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Donc, la triade CIA, ça définit des aspects de l'information ou des aspects d'un système d'information, d'un système informatique qu'on va vouloir protéger, à savoir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc la confidentialité, c'est le fait qu'une information, quand elle transite quelque part, ou alors même quand elle est au repos quelque part, elle ne puisse pas être accédée par quelqu'un qui n'a pas le droit d'y accéder. L'intégrité, c'est le fait qu'une information ne puisse pas être modifiée par quelqu'un qui n'a pas le droit de la modifier. Et la disponibilité, c'est le fait que si jamais quelqu'un qui a le droit d'accéder à une information ou à une ressource puisse y accéder au moment où cette personne en a besoin. Donc voilà, ça définit de manière générale ce qu'est la sécurité informatique et ce qu'on fait en sécurité informatique. Triangle sécurité, fonctionnalité, utilisabilité. Donc l'idée c'est que ce triangle-là, sécurité, fonctionnalité, utilisabilité, il définit en fait une sorte de curseur qu'il faudrait garder au centre quand on design quelque chose en informatique. Et il faudrait qu'on ait une balance qui soit vraiment neutre entre la sécurité, la fonctionnalité et l'utilisabilité. Donc sécurité, ça c'est assez évident, c'est à quel point c'est sécurisé ce qu'on est en train de faire. La fonctionnalité, c'est le nombre de fonctionnalités, le nombre de features vraiment qu'on va offrir aux utilisateurs, à quel point ils vont pouvoir faire des choses avec notre système d'information. Et l'utilisabilité, c'est à quel point c'est facile à utiliser. Donc typiquement, si jamais j'ai un système informatique qui est accessible par mes collaborateurs, si jamais je fais en sorte que mes collaborateurs ils puissent accéder à un intranet, mais si jamais cet intranet, il faut d'abord passer par un VPN, et si en plus il y a 2 schémas d'authentification à fournir, et si en plus il y a des identifiants qui sont envoyés par mail à chaque fois qu'ils veulent se connecter, etc., au niveau de l'utilisabilité, c'est trop compliqué. La fonctionnalité, c'est à quel point on va pouvoir faire des choses. Et l'idée, c'est que il ne faut pas toujours mettre le curseur à fond sur la sécurité. Il y a des choses qui sont très sécurisées, mais qui ne sont pas viables pour un business en fait. Et même quand on fait du pentest, et même quand on fait du conseil en sécurité informatique, parfois il faut se rendre compte qu'il y a une prise de risque qui est plus ou moins acceptable en fonction de l'activité du client et en fonction du client. Voilà. Alors un peu de terminologie. Alors ça aussi, c'est des choses qu'on voit assez souvent sur Internet et qui ne sont pas toujours définies. Alors une vulnérabilité, de manière générale, quand on parle de vulnérabilité en informatique, c'est une faiblesse, quelle qu'elle soit, qui peut être exploitée. Alors typiquement, quand on va chez un client et quand on voit par exemple que les cadenas qu'ils utilisent, c'est des cadenas master qui sont très faciles à ouvrir avec des crochets, voire même sans crochets potentiellement pour certains ou pour certaines boîtes à clés, techniquement c'est une vulnérabilité. C'est quelque chose qui pourrait avoir un impact, c'est une faiblesse dans leur système, dans leur sécurité physique, c'est une vulnérabilité. Donc quand on parle de vulnérabilité, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi qui peut potentiellement être exploité. C'est une faiblesse de manière un peu générale. Un exploit, du coup, c'est des données qui permettent de tirer profit d'une vulnérabilité. Par exemple, imaginons que moi je suis chez mon client, je me rends compte qu'il a ce type de cadenas. Je sais comment ouvrir ces cadenas sans la clé. Imaginons que moi, du coup, pour le client, j'écris une liste et je dis pour ouvrir ce cadenas, il faut utiliser tel outil de telle manière, etc. Ce que j'écris, c'est un exploit. Un exploit, en fait, ça peut être vraiment vu comme une liste de cuisine qui définit comment est-ce qu'on fait pour exploiter une vulnérabilité. La menace, alors ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent quand on fait de la modélisation de menaces justement, qui est encore un autre domaine de la sécurité informatique, qui peut être parfois lié au pentest. L'idée de la modélisation de menaces, c'est qu'on fait du purement théorique et on se met à la place du client et on se dit qu'est-ce qui pourrait vous arriver comme incident de sécurité? Qu'est-ce que vous voulez défendre comme information? Et qui pourrait tirer profit potentiellement des vulnérabilités que vous avez? Et à partir de là, ça nous permet de faire des matrices de risque pour savoir à quel point telle vulnérabilité, elle peut être grave, à quel point il faut prioriser une vulnérabilité par rapport à une autre, et à quel point il faut prioriser une contre-mesure par rapport à une autre. Ensuite, il y a le risque. Ça aussi, c'est pareil, quand on fait du threat modeling et du threat assessment, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Le risque, du coup, c'est vraiment une probabilité mathématique qu'une menace exploite une vulnérabilité. Une vulnérabilité ODE, c'est tout simplement une vulnérabilité qui a été découverte, qui a été publiée, mais pour laquelle il n'y a pas encore de remédiation, il n'y a pas encore de patch. Ensuite, on a la charge utile. Charge utile qu'on voit assez peu en français au final. J'aime bien mettre parfois les définitions en français parce qu'elles sont un peu bizarres et parce qu'on les voit assez rarement, mais c'est payload en réalité en anglais. Donc payload, quand on parle de payload, surtout quand on est sur un exploit, c'est vraiment la partie technique à l'intérieur d'un exploit qui contient quelque chose de malveillant, qui va réellement exécuter du code derrière, par exemple quand on est sur une vulnérabilité, qui va vraiment du coup
faire quelque chose de technique pour déclencher quelque chose sur les machines distantes. Donc par exemple, si on a un exploit sur FTP, imaginons que vous avez votre client qui a un serveur FTP, il y a une vulnérabilité dessus, vous trouvez un exploit sur Internet, vous lancez l'exploit. Dans l'exploit, il n'y a pas uniquement du technique à l'intérieur. Il n'y a pas uniquement de la partie exploitation vraiment qui va se connecter sur le serveur et faire quelque chose. Il y a de la partie de gestion de paramètres, il y a de la partie de gestion des adresses IP que vous allez passer, de gestion de l'environnement dans lequel vous êtes, etc. Donc l'exploit, c'est le code, le script en ensemble, et le payload, c'est vraiment la partie purement technique qui effectue l'exploitation. Alors au niveau de la terminologie aussi, 2 petits points. On a l'ICT et la guerre de l'information, ou Information Warfare. Donc l'ICT, c'est pour Information et du militaire d'ailleurs aussi l'ICT. Information and Communication Technology. Donc en fait, c'est tout simplement l'IT auquel on va rajouter des technologies de communication. Donc l'IT, c'est Information Technology. Donc ça englobe un peu tout l'informatique en fait de manière générale, avec la gestion des réseaux. L'ICT, c'est pareil, sauf qu'on rajoute les technologies de communication. Donc on rajoute les technologies GSM, on rajoute la communication avec des fournisseurs d'accès fibre, etc. Donc on englobe en fait tout ça à l'intérieur de l'ICT. Mais c'est de l'IT globalement, avec les technologies de communication à l'intérieur. Et on a aussi l'Information Warfare. Alors l'Information Warfare, c'est un sujet à part entière qui est super intéressant. Donc c'est le fait d'utiliser l'ICT pour gagner un avantage militaire ou un avantage compétitif quand on n'est pas forcément sur du militaire, sur un opposant. Donc ça peut être sur un gouvernement, sur une organisation, sur une entreprise. Et du coup, voilà, l'Information Warfare, très souvent, c'est le fait d'utiliser des réseaux sociaux, d'utiliser de l'IT, d'utiliser de l'informatique de manière générale, dans un domaine militaire, dans un domaine compétitif, dans un domaine de plusieurs organisations qui sont en compétition, etc. Alors, on en arrive sur les concepts de la Cyber Kill Chain. Alors, la Cyber Kill Chain, c'est quelque chose dont on parle un petit peu plus récemment, qui est quelque chose d'assez récent. C'est une manière, en fait, de modéliser. Alors, ça fait partie des frameworks de modélisation. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'établir des modèles comportementaux par rapport à des campagnes d'attaque, par rapport à des attaquants en particulier. Donc l'idée, c'est de pouvoir prévoir, en ayant une vision très globale, la manière dont les attaques se déroulent. Donc la Cyber Kill Chain, c'est une manière de faire ça. C'est une des modélisations, du coup, de la méthodologie qui est employée lors de la majorité des attaques informatiques qu'on va avoir. Généralement, comme je vous disais, on s'en sert pour la prévention et la prévision d'intrusion. Parce que quand on fait des scénarios, du coup, quand on est au sein d'une entreprise, quand on veut essayer de prévoir ce qui peut potentiellement arriver, on écrit des scénarios qui peuvent, par exemple, baser sur des méthodologies comme la Cyber Kill Chain, en se disant, bah voilà, potentiellement, un groupe d'attaque qui voudrait nous cibler, statistiquement, il y a des chances qu'il fasse ça, etc. Alors, la Cyber Kill Chain en particulier, elle est composée de 7 étapes. Alors, l'idée n'est pas forcément de les retenir par cœur, hein. C'est juste d'avoir une vision d'ensemble sur les campagnes actuelles qu'on a là récemment et sur la campagne des 10 dernières années. Généralement, ça se passe comme ça. Donc, on a une étape de reconnaissance. L'étape de reconnaissance, c'est une étape qui est un peu globale dans le hacking, où on va essayer vraiment d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'on veut attaquer. Donc on essaye de regarder un petit peu si c'est un réseau, ce qu'il y a sur le réseau, quel est le niveau de sécurité, qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Et on essaye de voir quelle est l'organisation derrière pour planifier. L'idée, c'est d'avoir autant d'informations que possible pour pouvoir faire de la planification si on veut faire une attaque par la suite. Ensuite, on a la militarisation. L'étape de militarisation, c'est là où, du coup, les personnes qui font des campagnes d'attaque vont écrire du code. Donc, ils vont faire une liste, par exemple, imaginons qu'en reconnaissance, je sois un groupe d'attaque, je veuille cibler Renault, par exemple. Et je me dis, Renault, pour moi, dans mon étape de reconnaissance, je vais essayer de savoir techniquement qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'ils ont des machines Windows? Est-ce qu'ils ont des machines Linux pour leurs collaborateurs? Est-ce que les serveurs en interne, c'est du Windows? Est-ce que c'est du Linux? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Google, je vais regarder les offres d'emploi qui ont été postées les 6 derniers mois chez Renault, et je vais regarder, est-ce que les offres d'emploi de développement, les offres d'emploi de sysadmin, est-ce qu'ils listent du Linux? Est-ce qu'ils listent du Windows? Est-ce que les workstations qui fournissent, si jamais j'arrive à trouver des documents internes, c'est du Windows, c'est du Linux, etc. Une fois que j'ai l'information, imaginons que je me rende compte que c'est surtout du Windows, là je vais écrire des exploits, je vais écrire des malwares qui vont cibler du coup leur infrastructure en particulier. Ensuite, on a l'étape de livraison. Alors la phase de livraison, du coup, elle est assez explicite. En fait, une fois qu'on a écrit notre malware, on va le livrer, entre guillemets, chez notre cible. On va faire par exemple une campagne de phishing par email, une campagne de phishing par SMS. On va faire une campagne où on envoie des fichiers malveillants dans des documents DocX, dans des documents PDF qui exploitent des vulnérabilités, etc.
Donc on va voilà, livrer le code malveillant qu'on a écrit. Ensuite, l'étape d'exploitation. L'étape d'exploitation, c'est vraiment là où on a la personne qui clique sur le fichier malveillant. Il y a du code qui se déclenche sur sa machine. Et voilà, là on est dedans, on a le premier pied dans la porte. Ensuite, l'étape d'installation. Généralement, on se rend compte que pour des raisons pratiques, quand quelqu'un sur des campagnes comme ça arrive à avoir un premier accès, on va avoir une phase de déploiement où la personne va installer plus de choses que ce premier accès sur la machine qui a été compromise. Ensuite, on a une étape de Command Control ou de CNC. Sur les botnets, de manière générale, les botnets sont contrôlés, donc des réseaux de machines qui ont été compromises et qui sont généralement utilisés pour faire des attaques par la suite. Ces réseaux de machines ils sont contrôlés par un serveur de Command and Control, qu'on appelle aussi un CNC ou un C2. Donc ce serveur de contrôle, en fait, c'est une machine qui permet de contrôler toutes les machines qu'on a compromises. Parce que plutôt que s'embêter à aller se reconnecter à chaque fois sur toutes les machines qu'on a compromises, on a juste un serveur qui permet de toutes les contrôler. Et ensuite, on a l'étape d'action sur objectif. Donc quand on parle d'action sur objectif, c'est globalement les personnes qui ont fait cette campagne d'attaque, elles avaient des objectifs à l'origine. Elles voulaient voler des données, elles voulaient chiffrer des données, elles voulaient supprimer des données chez clients, elles voulaient changer des données, etc. Elles voulaient incapaciter certains systèmes. Donc c'est une méthodologie parmi plusieurs autres. C'est pas la seule méthodologie, il en existe d'autres, il y a d'autres manières de faire, mais c'est quelque chose qui est souvent utilisé par les équipes en interne en sécurité informatique dans les entreprises pour essayer de prévoir potentiellement ce qui pourrait arriver si jamais il y avait une attaque chez eux. Donc, au niveau de la terminologie, ça on va passer dessus rapidement parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant en terminologie. Donc on a TTPs pour Tactics, Techniques and Procedures. C'est tout simplement des modèles comportementaux associés à un groupe d'attaques en particulier. Donc par exemple, je vous parlais de Lazarus, je vous parlais de Logbit. C'est des campagnes d'attaque qu'on reconnaît aussi parce que généralement, ils ont les mêmes manières d'opérer. Donc avec les mêmes malwares, ils vont exploiter les mêmes vulnérabilités, vont envoyer et livrer leur malware de la même manière. Donc c'est ça qu'on parle, c'est ça qui est englobé quand on parle de TTPs. Ensuite, on a les tactiques. Tactiques, donc c'est la manière dont globalement le schéma dont notre attaquant va effectuer son attaque du début jusqu'à la fin. Les techniques, donc ça c'est vraiment la partie technique. Quelles sont les vulnérabilités exploitées? Quelles sont les méthodes purement techniques? Quels sont les langages utilisés? Quels sont les toolkits utilisés pour déployer des malwares, etc. par les attaquants? Et ensuite, les procédures. Procédures, c'est vraiment comment est-ce qu'ils sont organisés. Est-ce qu'il y a plusieurs équipes? Est-ce qu'il y a une équipe qui gère la partie malware? Est-ce qu'il y a une équipe qui gère la partie vraiment humaine et qui va envoyer des campagnes de spam de phishing par mail, etc. Donc c'est vraiment comment c'est organisé en interne au niveau des équipes. Ensuite, on a les IOC. IOC, c'est pour indicateurs de compromission. Et typiquement, c'est toutes les traces, c'est toutes les preuves qu'on va trouver sur un réseau ou sur une machine après une intrusion. Donc ça peut être des indicateurs d'email. Donc ça, c'est typiquement quand vous avez des grosses campagnes d'email, des grosses campagnes de phishing. Les personnes qui vont faire de l'investigation après, ce qu'elles vont récupérer, c'est l'email directement. Donc elles vont regarder l'adresse d'expédition, elles vont regarder les adresses IP qui ont été utilisées pour envoyer les emails. Elles vont regarder les liens qu'il y a à l'intérieur, les pièces jointes, où est-ce que c'est hébergé, qu'est-ce qu'il y a comme contenu à l'intérieur, etc. Des indicateurs réseau, donc des adresses IP, des signatures de paquets, des noms de domaine, etc. Des indicateurs d'hôtes, ça c'est tout ce qu'on va trouver sur les machines directement. Quels fichiers ont été modifiés, quelles sont les signatures des fichiers qui ont été rajoutés, quels sont les registres qui ont été modifiés sur Windows, les DLS et les bibliothèques Windows qui ont été modifiés. Les indicateurs comportementaux. Alors ça, c'est les premiers indicateurs qu'on va avoir, les indicateurs comportementaux au final. Malheureusement, sur beaucoup d'attaques, c'est très souvent les premiers indicateurs qu'on a. Donc c'est vraiment ce que les personnes vont pouvoir remarquer réellement sur la machine. Donc, par exemple, des fenêtres PowerShell qui vont s'ouvrir, des fenêtres cmd.exe qui vont s'ouvrir au démarrage d'une machine. Utilisation excessive du CPU, de l'écriture de disque, une machine qui va consommer énormément de bande passante sur le réseau, potentiellement parce qu'elle est en train d'exfiltrer des données à son insu, etc. Donc ça, c'est des choses généralement qui sont les premières choses qui sont remontées aux équipes de sécurité. Par exemple, des machines, des fenêtres qui s'ouvrent toutes seules, etc. Du coup, voilà. Alors on en arrive sur des questions qui me plaisent bien, moi qui me font un petit peu rire. Qu'est-ce que le hacking? Alors je vous le dis, selon IC Council, et c'est vraiment à prendre comme ça, c'est la définition qui est donnée par IC Council. Le hacking, c'est exploiter des vulnérabilités sur un système et compromettre des contrôles de sécurité pour obtenir un accès. Alors, c'est une définition du hacking qui, moi, je trouve, elle est très caricaturale. Les premiers hackers, c'était pas des hackers qui travaillaient sur des ordinateurs, c'était des hackers qui travaillaient sur des réseaux électroniques, et c'était des hackers qui étaient des freakers, qui travaillaient sur des réseaux de communication téléphonique aux États-Unis. Donc, le hacking n'est pas lié à l'informatique. Alors, effectivement, ça peut souvent être associé au fait de compromettre des contrôles de sécurité,
mais c'est pas forcément toujours le but, c'est pas toujours associé à de la sécurité, c'est pas toujours avec pour objectif d'obtenir un accès. Le hacking, c'est vraiment juste lié avec la curiosité des gens. L'objectif du hacking premier, c'était juste de voir comment les choses fonctionnaient et d'essayer de trouver des contournements qui pouvaient être intéressants, mais pas nécessairement de contrôle de sécurité. Alors, objectif du hacking, selon cette définition, c'est le fait de modifier un système ou une application pour atteindre un objectif en dehors de l'usage prévu par le constructeur ou le développeur. Ça, je suis plutôt d'accord. Ça, effectivement, c'est vrai que souvent, quand on voit ce qu'on a comme exemple du hacking et la manière dont le terme est utilisé, et même dans la manière dont il est né, le hacking, c'est vrai que c'est pas mal. Comprendre comment quelque chose fonctionne, dans le but de contourner ce qui a été prévu, en tout cas de faire des choses en plus que ce qui ont été prévues par les constructeurs, par les développeurs à l'origine. Alors, deuxième définition sur laquelle on arrive, qu'est-ce qu'un hacker? Alors, pareil, encore une fois, je vous donne, et c'est les seules parties de contenu qui sont celles texto d'Easy Council, c'est pour ça que je les cite d'ailleurs. Selon Easy Council, un hacker est une personne intelligente avec d'excellentes compétences en informatique et la capacité de créer et explorer des logiciels et du matériel informatique. Alors pareil, je pense que c'est des définitions qui sont très, très orientées sur l'informatique et qui sont quand même un peu caricaturales, honnêtement, par rapport à vraiment ce qu'est le hacking et qui est un hacker. Euh, alors d'excellentes compétences en informatique, pas forcément. Typiquement, je vous parlais de Jason Street, qui est un des hackers les plus connus. C'est pas quelqu'un qui a d'excellentes compétences en informatique. C'est quelqu'un qui lui-même se définit comme un noob absolu, qui a juste ce qu'il faut comme compétences en informatique, et c'est bien suffisant. Alors pareil, on nous donne dans la suite de la définition le fait que l'objectif d'un hacker, ça peut être le gain de connaissances ou simplement la satisfaction de curiosité. Pareil, je suis un peu plus d'accord avec la deuxième partie de la définition, et à l'origine du hacking en tout cas. Ce qui motive les hackers, ce qui motive le hacking, c'est vraiment la curiosité. C'est vraiment l'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent et essayer de satisfaire une curiosité en particulier. Alors ensuite, on continue un petit peu sur d'autres définitions. Typiquement, la notion de black hat et de white hat, qu'on voit très souvent sur Internet, c'est très caricatural et ça n'existe pas. En fait, il n'y a personne qui a 100% un black hat et personne qui a 100% un white hat, dans les faits, je pense. Donc un black hat, pour rappel, c'est un hacker malveillant, donc c'est quelqu'un qui va faire des choses illégales sur Internet, attaquer des choses sans autorisation. Donc les white hats, ce sont les hackers gentils qui font des choses qui sont encadrées généralement par un contrat, qui ont pour but d'aider leurs clients uniquement, et qui ne font que des choses légales. Les white hats, c'est souvent des personnes qui sont un peu entre les deux, pareil, un peu caricatural. Je pense que c'est difficile de se situer réellement toujours entre le black hat et le grey hat. C'est vrai que c'est pratique pour définir rapidement la manière de penser de certains groupes d'attaque et de certains hackers, mais malgré tout, c'est difficile de mettre des activités spécifiquement dans des cases comme ça. Alors ensuite, on a les suicide hackers. Alors ça, c'est une définition. Je ne l'ai jamais vue ailleurs que dans le contenu d'Easy Council. Je pense que ça existe. Je pense que c'est un truc qui historiquement existe et qui est peut-être un peu désuet. Mais un suicide hacker, donc selon leur définition, c'est quelqu'un qui fait du hacking, qui fait des activités malveillantes en tout cas et illégales, mais qui s'en fiche de se faire prendre. Donc c'est typiquement quelqu'un qui va s'introduire sur des systèmes d'information, mais qui va utiliser sa propre adresse IP, qui ne va pas utiliser de VPN, qui ne va pas utiliser de proxy, et qu'on n'a rien à faire de se faire prendre au final. Je trouve ça très bizarre. Je n'ai jamais vu de cas où ça arrivait, de cas où c'était possible. Donc assez étrange, je ne suis pas sûr de cette définition-là. Ensuite, on a, alors celle-là elle est très connue, les script kiddies ou les skids. Un script kiddie, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de compétences techniques au final, mais qui généralement va lancer des scripts sans trop comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'on parle de script kiddies, et généralement parce que c'est des personnes jeunes. Donc des enfants qui lancent des scripts sur Internet, qui lancent des scripts d'exploit, qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Alors, l'exemple de script kiddie qu'on a généralement, c'est des personnes qui vont participer à des campagnes d'Anonymous sur 4chan, qui vont télécharger Tor ou télécharger d'autres outils d'attaque DDoS, qui vont faire partie de ces campagnes, qui vont lancer des attaques DDoS, et qui ne vont pas comprendre parce que quelques jours plus tard, il va y avoir la police qui va sonner chez eux. C'est des choses qui se sont vues, c'est des choses qui sont arrivées avec des personnes avec qui j'ai discuté. Notamment, je vous disais, j'avais eu une mission avec des gens de la police en Belgique. Typiquement, c'est des choses qu'ils ont fait. Ils sont allés sonner quelques fois chez des adolescents qui avaient participé à des campagnes d'attaque et qui étaient très 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 surpris de voir la police débarquer chez eux. Donc ça, c'est typiquement des script kiddies, c'est ce genre de choses dont on parle. Ensuite, on a les cyber-terroristes. Alors ça, c'est tout simplement, ça c'est assez explicite, c'est des personnes qui font du terrorisme
en utilisant des infrastructures en ligne. Donc typiquement, quand on a quelqu'un qui va cibler spécifiquement des infrastructures de réseau électrique, des infrastructures de réseau ferroviaire, etc., c'est du cyberterrorisme. Des activistes, alors ça pour le coup c'est un peu plus réaliste, effectivement le terme est réellement utilisé, on le voit souvent sur internet, on le voit souvent dans la documentation. Un activiste c'est quelqu'un qui va du coup avoir une activité de hacking, avoir une activité de cybermalveillance pour objectif en ayant pour objectif de mettre en avant une cause, ça peut être une cause politique, ça peut être une cause religieuse, ça peut être une autre cause, une cause environnementale par exemple, etc. Et enfin, on a quelque chose qu'on voit assez souvent, surtout récemment là dans le contexte dans lequel on est, des state-sponsored hackers qui sont des hackers sponsorisés par un État, qui sont directement des hackers professionnels qui sont payés par leur État pour effectuer des campagnes d'attaque. On en a vu récemment sur des groupes d'attaque en Chine, sur des groupes d'attaque en Ukraine, sur des groupes d'attaque en Iran, en Russie, pour pas tous les citer, il y en a plein. Mais globalement, qui sont plus ou moins officiellement soutenus par leurs États, ou en tout cas protégés par leurs États, pour commettre des attaques. Alors pour la prochaine partie, on va faire un peu de pratique, à voir ce que je vous mets en place au niveau de la pratique, il faut que j'y réfléchisse un petit peu. Donc on va faire un peu de pratique ensemble, on va voir les parties vraiment un peu plus hacking, donc je vous montre un petit peu. Les slides d'après, donc c'est phase de hacking, donc c'est vraiment méthodologie de hacking, comment est-ce que ça fonctionne, et ça pour le coup c'est assez réaliste par rapport à des vraies méthodologies. Reconnaissance, qu'est-ce que c'est, on a parlé de la reconnaissance, scan, etc. Donc on rentre un peu plus sur des techniques juste après. Et du coup, voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que c'était intéressant pour vous. En tout cas, moi, c'était cool à faire pour moi. Merci d'avoir été là, c'était trop bien. Bah écoute, avec plaisir. Moi, ça me fait trop plaisir de faire ça avec du monde en live. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas du coup à commenter un peu sur les posts sur LinkedIn et aussi à inviter des gens. Moi, plus il y a de monde, plus ça me fait plaisir, clairement. C'est des trucs, c'est des formations que je fais moi, généralement en comité assez restreint. La prochaine, du coup, alors je vous remets les infos, mais ouais, moi, c'est des formations que je fais généralement en comité assez restreint, et c'est tout le temps des discussions super intéressantes en fait. Et je suis super content à chaque fois de défricher ça avec des nouvelles personnes, avec des personnes qui ont des profils super différents. Et je trouve ça trop cool, moi, c'est ce qui me plaît dans mon boulot. Et je me dis, bah, Twitch, en fait, c'est vachement bien pour ça.